Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de podcast du comité de réanimation de l'ASPA, Société française d'anesthésie-réanimation. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cet épisode sur la série thématique Interview d'experts, qui est une série dédiée aux experts nationaux. Nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir discuter avec le professeur Benjamin Schusterman sur la thématique qui est la thématique de la pression veineuse centrale. Tout d'abord, bonjour professeur Schusterman et merci de vous prêter à l'exercice du podcast. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un vrai plaisir de participer. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez nous définir un petit peu ce qu'est la pression veineuse centrale et pourquoi on s'y intéresse en réanimation? Donc, la pression veineuse centrale, dont on a utilisé l'acronyme, la PVC, c'est une mesure assez ancienne de l'hémodynamique. L'hémodynamique a commencé très tôt par l'étude des pressions dès le milieu du XVIIIe siècle. On s'est intéressé aux pressions dans le système artériel. Et on s'est assez vite rendu compte que le sang circulait et qu'il y avait deux régimes de pression, un régime de pression assez élevé dans le système artériel et un régime de pression plutôt bas dans le système veineux. On a mesuré la pression à différents endroits, dans différentes cavités, et la plupart des théories hémodynamiques, notamment celle de Guyton et de Frank Starling, montre que la pression dans l'oreillette droite, c'est un déterminant majeur du système, de l'état du système cardiovasculaire, puisque c'est à la fois la pression à laquelle s'oppose le retour veineux, et donc ça va déterminer le retour veineux. Et de l'autre côté, c'est évoqué comme étant un équivalent de, entre guillemets, la précharge. Et quand on regarde la relation de Frank Starling, plus on monte la précharge, plus on va monter le débit cardiaque. Donc, on s'est logiquement intéressé à ces pressions dans les cavités droites. Et cette pression dans l'oreillette droite, elle est approximée par une mesure un petit peu plus facile et qui a un petit peu moins de complications, qui est la mesure de la pression dans la veine cave supérieure, juste avant son arrivée dans l'oreillette droite. Merci pour l'entrée en matière très claire. Est-ce que tu penses que la mesure de la PVC, ça permet de prédire la réponse au remplissage? Alors ça, c'est la grande déception des hémodynamiciens en réanimation et en anesthésie des années 80 à 2000 quasiment. On a une mesure dont on sait qu'elle est liée à l'état hémodynamique, elle est liée au remplissage, à la volémie, elle est liée au débit cardiaque. Et donc, c'était logique de penser que pression basse, probabilité de répondre au remplissage, pression élevée, pas de possibilité de répondre au remplissage, et c'était censé marcher comme ça. Hélas, l'expérience a montré que en fait, ça ne marche pas du tout, puisque il y a énormément de déterminants de cette PVC, le tonus veineux, le tonus artériel, la fréquence cardiaque, la volémie, l'état respiratoire, les compliances cardiothoraciques et j'en passe. Et en fait, on n'a pas de relation linéaire ou même corrélée entre la mesure de la pression veineuse centrale et la réponse au remplissage. C'est aléatoire, c'est-à-dire une pression de veineuse centrale basse à 0, 1, 2 ne permet pas vraiment de prédire la réponse au remplissage. Une pression élevée, quand on parle d'élevé, on est au-dessus de 10, 15. On n'est pas sûr que le patient ne va pas répondre au remplissage. Alors pourquoi est-ce que ça marche pas? Déjà, puisque comme on l'a dit précédemment, c'est une mesure déjà qui est difficile, c'est-à-dire qu'on parle de quelques millimètres de mercure, et donc ça nécessite de bien avoir fait son zéro hydrostatique, d'avoir une équipe qui est quand même bien entraînée sur la mesure de la PVC. Et ça ne marche pas puisque il y a des déterminants complexes qui font que quand je fais un remplissage, je modifie le débit, je modifie la tonicité du système vasculaire et qu'on n'a pas forcément des variations de PVC associées à la variation du débit cardiaque. Et donc on sait que la PVC ni ne prédit
ni ne confirme l'augmentation ou la diminution du débit cardiaque. D'ailleurs, aujourd'hui, on sait qu'il y a quasiment aucun indice qui soit statique ou dynamique qui prédit de façon vraiment satisfaisante la réponse au remplissage. Et aujourd'hui, on est plutôt à une époque où on dit, bon, on va tester plutôt en faisant des épreuves de remplissage et on va voir si le débit cardiaque monte ou pas. Et donc, à ce titre, la PVC, si c'est pour prédire la réponse au remplissage, c'est pas très, très utile. Merci pour cette réponse détaillée. La pression veineuse centrale n'est pas un bon indicateur de la réponse au remplissage. Mais alors, pourquoi et comment devrait-on la mesurer au lit du patient en réanimation? Alors, l'étude de la PVC, on a dit qu'elle permettait pas de prédire la réponse en remplissage, mais elle amène quand même beaucoup de renseignements sur l'état hémodynamique du malade. C'est-à-dire, de la même façon que je sais pas quel est le bon débit cardiaque ou quelle est exactement la bonne pression artérielle, j'ai quand même une idée que si mon malade a une PVC très très basse, bah, il a plutôt tendance à être dans le secteur de l'hypovolémie. Et si ce n'est pas le cas, il doit y avoir des raisons qui doivent pouvoir l'expliquer. Et s'il a des pressions qui sont très élevées, il est plutôt dans la catégorie des malades qui peuvent avoir des défaillances droites chroniques, de l'hypervolémie. Et si ce n'est pas le cas, il va falloir qu'on m'explique aussi pourquoi ce n'est pas le cas. Donc, la mesure de la PVC, elle s'intègre dans une mesure globale de l'hémodynamique du malade. Et ce qu'on comprend, c'est aujourd'hui, c'est que une valeur de PVC, ça renseigne quand même un petit peu, même si ça prédit pas le remplissage, mais heureusement, il n'y a pas que la réponse au remplissage qui est intéressante dans l'évaluation hémodynamique, mais elle renseigne sur l'état hémodynamique du malade, les niveaux de pression, et on va pouvoir regarder, outre sa valeur, ses variations également. Donc, moi aujourd'hui, comment j'utilise la PVC? Déjà, si j'ai un cathéter en système CAPSUP, pourquoi se passer d'une information assez facile à obtenir et qui peut renseigner? Donc, j'aurais tendance à dire, mettez des cathéters en CAPSUP, c'est plus propre, on peut mesurer la SVCO2, on peut mesurer la PVC et ses variations. Donc aujourd'hui, la PVC, elle s'intègre donc dans l'évaluation hémodynamique de l'état du malade pour faire un diagnostic et choisir les thérapeutiques qu'on a envie de faire. Aujourd'hui, on voit un intérêt très important dans la communauté des hémodynamiciens sur la surcharge, qu'on appelle la congestion, et on voit bien que les remplissages, qui est quand même l'action hémodynamique la plus fréquente aujourd'hui en anesthésie-réanimation, juste devant la mise sous vasopresseur. Ces remplissages, ils peuvent avoir un côté positif, faire monter le débit et la perfusion des organes, et de l'autre côté, ils peuvent avoir un effet secondaire qui est la congestion, l'augmentation des pressions du côté droit. Et cette augmentation de pression du côté droit, elle a des effets délétères très importants puisque bah, finalement, dans certains organes, notamment les organes encapsulés comme le rein et le foie, l'augmentation de la PVC, c'est associé à des dysfonctions de ces organes qui sont encapsulés. Et d'une façon générale, plus j'augmente la POD, plus je vais limiter la perfusion, la qualité de la perfusion des organes. Et donc, monitorer la PVC pendant que je fais des manœuvres, c'est-à-dire si je vois que je fais une épreuve de remplissage, mon débit cardiaque a pris 15-20%, je suis très content, mais que de l'autre côté, la PVC a pris plusieurs points, 3, 4 points de façon pérenne, eh ben, je vais me dire que je vais avoir un effet délétère de ce remplissage et que je vais rentrer dans un système congestif et je vais être un peu plus inquiet et peut-être, même si le malade il est répondeur, je vais avoir peut-être envie de faire moins de remplissage et plutôt utiliser d'autres alternatives. Enfin, quand on est un peu plus expert donc là on parle de la valeur affichée sur le moniteur de la PVC, mais on peut aussi étudier la courbe de la PVC et qui peut donner des renseignements sur certains états valvulaires, notamment les IT. On peut savoir quels sont les efforts inspiratoires des malades et leur impact hémodynamique. Et donc ça nous renseigne beaucoup sur finalement ces interactions cœur-poumon, ces évolutions dynamiques de l'état cardiovasculaire du malade. Et donc, c'est loin d'être parfait, comme toutes les mesures
qu'on utilise. Chaque système qu'on utilise a des performances de sensibilité, spécificité, performance et d'accuracy. Et c'est pareil pour la PVC. La PVC, quand elle est bien mesurée, la valeur est assez fiable. Elle ne renseigne pas totalement, mais elle donne quand même des indices supplémentaires. Et vu que c'est facile à voir, pourquoi s'en priver? Ouais, effectivement. Merci pour tous ces éléments. Euh, une petite question rapide. Comment, selon toi, se mesure la PVC avec un cathéter veineux central? Le côté très pratique au lit du malade. Bah, très pratique au lit du malade. Il, il- donc, il faut avoir un cathéter dans le système cave supérieur. Et ensuite, il va falloir décider un peu arbitrairement de savoir où se situe le zéro hydrostatique, qui va être le zéro de référence. Donc, on comprend bien que on parle de millimètres de mercure en unité versus des dizaines ou des centaines pour les pressions artérielles. Donc nous, ce qu'on a tendance à faire, c'est que on prend donc un espace intercostal sous ma vert, en général au niveau du quatrième ou cinquième espace intercostal, et je vais dessiner sur le malade une croix de référence à partir de laquelle je vais amener le niveau de mon cathéter pour faire un zéro à ce moment-là. Et le zéro hydrostatique, il va rester extrêmement fiable. Donc nous, on utilise des niveaux liquides pour faire le niveau et faire que le robinet, quand il est ouvert sur le capteur de pression, soit au niveau au niveau de la croix qu'on a dessinée. Et je vais regarder à ce moment-là, quelle est la valeur que j'obtiens? Deux, quelle est la forme de la courbe? Est-ce que si on a un truc qui est extrêmement plat, c'est probablement pas très très bon. Si on a un truc qui est très résonant, c'est probablement pas très bon non plus. Et de la même façon que je teste la qualité de mon signal pour mon cathéter artériel, je teste mon signal sur le système veineux en faisant une purge qui me permet de faire le flush test qui permet de regarder si déjà la pression monte suffisamment et si le système est pas trop résonnant. Donc en pratique, j'ai un cathéter, je mets sur la voie proximale ou une deuxième voie, une médiale, je vais essayer d'avoir le plus possible une voie réservée, la tête de pression pour la PVC et je m'assure d'avoir fait une croix pour le zéro hydrostatique. C'est un petit coup à prendre, surtout en termes d'habitude, mais nous, dans notre département ou dans d'autres départements, notamment de chirurgie cardiaque où je suis passé, qui était aussi intéressé à ces mesures de pression droite, c'est un coup qui est assez facile à prendre et juste penser à bien refaire le zéro. Donc, c'est pas très compliqué et c'est très informatif. Merci beaucoup pour ces détails pratiques pour que les auditeurs comprennent bien comment on mesure cette PVC. Il n'y avait pas un débat sur PEP, on enlève la PEP, on est en condition, en fait, on prend la PVC en condition où on soigne le malade. Absolument. La PEP impacte la PVC, pas de façon linéaire d'ailleurs. Il y a plusieurs déterminants à ça qui peuvent être la compliance thoraco-pulmonaire, si on a un poumon rigide ou pas rigide qui transmet la pression, quel est l'état vasculaire. Il y a eu plusieurs papiers, dont certains de nos équipes, qui sont intéressés notamment pendant la Covid à la relation entre la PEP et la PVC. Et on voit qu'il y a une relation qui est claire, mais les variations de PEP n'entraînent pas forcément systématiquement des variations de PVC. C'est pas une relation linéaire, ça ressemble plus à des marches d'escalier. Et il faut mesurer la PEP dans les conditions qu'a le malade. Et par contre, c'est sûr que il faut le faire au moment où il n'y a pas d'effort ou d'augmentation des pressions à l'intérieur du système thoracique. Donc, quand le malade est en ventilation spontanée, c'est bien sûr, vu qu'il va ventiler en pression négative et qu'il va diminuer la pression intra-thoracique, ça peut faire diminuer la PVC. Donc ça, c'est pas la valeur la plus basse qui est bonne, c'est celle en expiration, c'est celle où je suis revenu au zéro. Et pendant l'insufflation, il faut bien être certain de ne pas être pendant la période inspiratoire où on va augmenter la pression intrathoracique et avec un impact sur la PVC, mais bien être dans une phase expiratoire. Et si la PEP fait monter la PVC, eh ben, c'est une valeur hémodynamique en soi. Et en fait, nous, on recommande, par exemple, chez les malades qui sont ventilés, de faire des monitorages hémodynamiques assez fins, puisque justement,
cette PEP peut entraîner une diminution du débit cardiaque de plusieurs façons, notamment en faisant une diminution du retour veineux, peut augmenter la PVC et donc causer des dysfonctions d'organes, notamment rénales et hépatiques, comme on en a parlé précédemment. Donc c'est vraiment, moi, j'ai vraiment du mal à me faire une idée complète de l'état hémodynamique du malade si j'ai pas la PVC en plus des autres mesures que sont les pressions et les débits. Une notion importante, c'est que depuis de nombreuses années maintenant, l'échographie cardiaque est rentrée en réanimation. On s'en sert tout le temps maintenant. Les internes sont formés dans l'internat durant tout leur cursus à l'échographie. Et l'échographie cardiaque et la mesure, par exemple, de la veine cave inférieure, est-ce que tu penses, selon toi, que du coup, ça peut remplacer complètement la mesure? Et est-ce que la mesure de la PVC comme tu l'as décrite, a encore un intérêt avec la mesure de l'échographie cardiaque. Ah, ça, c'est la question que posent tous les internes et tous les chefs de clinique quand ils arrivent chez nous. Et la réponse, c'est un, moi, je suis un fanat de l'échographie cardiaque et je pense qu'il n'y a pas de bonne évaluation hémodynamique qui se fait sans échographie cardiaque, avec un petit bémol sur ce qu'on va essayer de mesurer, puisque je pense que des mesures sommaires d'échographie cardiaque, dans 99% des situations, suffisent à répondre aux questions. Est-ce que ça a l'air de se contracter? Est-ce que ça se contracte pas? Est-ce qu'il y a des fuites valvulaires? Est-ce qu'il n'y a pas des fuites valvulaires? Est-ce qu'il y a un épanchement? Est-ce qu'il n'y a pas d'épanchement? Après, c'est important aussi de pas se fier aveuglément à ce qu'on voit et ce qu'on mesure en échographie cardiaque et comprendre pourquoi et comment est-ce que ça a été développé. Et l'échographie cardiaque, tout initialement, et l'échographie de la veine cave inférieure, ça a été fait pour essayer justement d'approximer les valeurs des pressions à droite. C'est-à-dire que tout ce qu'on mesure sur la veine cave inférieure ou les variations de diamètre de la veine cave supérieure, c'est fait pour approximer la mesure de la PVC. On voit bien que si l'approximation, elle a ses limites, surtout que la validation initiale, elle a été surtout faite chez des malades de cardiologie qui n'étaient pas en état de choc ou ventilés, et qu'on sait que la mesure de la VCI de la veine cave inférieure est un peu un faux ami, parce qu'elle est extrêmement opérateur dépendant, et finalement une corrélation moyenne avec la PVC. Donc, si mon malade n'a pas de cathé, bien sûr, je vais faire une mesure de la veine cave inférieure. Si je fais l'échographie cardiaque, bien sûr, je vais aller regarder ce qui se passe. Mais en fait, la mesure de la veine cave inférieure ne remplace pas la PVC et elle donne juste une information supplémentaire. Et un point qui est très important, c'est que l'un des intérêts majeurs de la mesure de la PVC, c'est que c'est un système de monitorage. Je suis capable de l'avoir en continu, indépendamment de tout ce que je fais quasiment chez le malade, tandis qu'on voit bien que l'échographie cardiaque, c'est quelque chose d'assez séquentiel. Donc, on a une échographie cardiaque qui est séquentielle, qui peut donner un renseignement très opérateur dépendant et parfois un faux ami, très misleading, comme on dit dans les papiers. Et d'autre côté, j'ai une mesure avec quasiment tous les malades ont des cathéters centraux. La majorité de ces cathéters centraux sont en cave supérieure. C'est facile de mesurer la PVC. Et puis en termes d'outils pédagogiques, c'est absolument extraordinaire pour faire comprendre à nos étudiants en deuxième, en troisième cycle, en post-internat, comment fonctionne le système cardiovasculaire. Merci. En tout cas, un grand merci pour ce tour d'horizon de la PVC un peu actuel, avec les intérêts en 2024 de mesurer toujours cette PVC. Moi, en tout cas, bon, je l'étais déjà, mais tu m'as convaincu. En tout cas, merci pour la clarté des explications et pour le côté très pédagogique. C'était une discussion très intéressante et je te remercie beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Pour les auditeurs, il faut pas oublier de s'abonner à notre podcast AirPod, qui est le podcast de l'anesthésie réanimation de l'ASFAR et qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Merci beaucoup, Benjamin. Merci beaucoup pour l'invitation.